Bonjour et bienvenue dans Scroll, l'émission où on s'interroge sur le contenu, sur les articles, sur les vidéos, sur les images qui défilent devant nos yeux sur le web et surtout sur ce que eux regardent. Des élèves d'SFXA sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Clotilde et bonjour Olivia, comment ça va? Bonjour. Est-ce que SFXA c'est une chouette école? Oui. Ouais, qu'est-ce qui la rend chouette? Moi j'étais à SFXA et j'ai adoré cette école parce qu'il y avait des projets de fou, il y avait le gospel, il y avait les voyages réto, les retraites, c'est toujours le cas? Oui, on a plein d'activités. Par exemple, si on a des options, on peut aller. Moi, par exemple, je suis en option espagnole et on va aller à Madrid, on va aller découvrir. Puis il y a plein de choses comme ça où on va visiter des musées pour. Enfin, c'est plein de trucs trop cool. Ok, c'est une école qui vous plaît. Toi aussi? Oui, il y a aussi des journées culturelles où on fait des activités à l'école, etc. On apprend des choses et on découvre des nouvelles choses, donc c'est cool. Ouais, c'est nouveau ça, chouette. Oui. Et est aussi avec nous Valentine, donc qui nous vient de Média Animation. On connaît déjà maintenant Média Animation. Est-ce qu'il y a des projets nouveaux ou qui sont sur la table pour le moment? Oui, bonjour. Oui, justement, en ce moment, on travaille sur un projet qui s'appelle Your Attention Please. On est dans un projet avec des Français, une association française, 3 associations françaises et une portugaise. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mieux comprendre ce qu'est l'économie de l'attention. Je suis sûre qu'on en parlera Voilà, largement. c'est le sujet d'aujourd'hui. Et on crée des modules de formation à destination des enseignants. Du secondaire inférieur, mais comme ça, les enseignants peuvent un peu mieux comprendre l'écosystème médiatique dans lequel leurs élèves se trouvent aujourd'hui. Ok. L'idée, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on est attiré par des contenus et pourquoi est-ce qu'on reste dessus. Oui, c'est ça, c'est de comprendre le lien entre les formats qu'on consomme et l'économie des médias, et puis aussi, et on risque aussi d'amener ça aujourd'hui, de comprendre qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas complètement nouvelles. Ok. Génial. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout de TikTok et de la capacité d'attention qui est soit en baisse, soit différente. Donc, bienvenue dans Scroll, l'émission où on décrypte notre monde en ligne. C'est parti. Donc, TikTok, c'est un peu l'application numéro 1 pour vous, pour le moment, ou est-ce que c'est pas forcément celle que vous utilisez le plus? Moi, non, personnellement, c'est plus Snapchat pour parler avec mes amis, etc. Ok, mais pour consommer du contenu, pour regarder des choses, c'est plus sur TikTok? TikTok, oui. Ouais, toi aussi? Moi, pour ma part aussi, c'est plutôt toujours TikTok. Dès que je m'ennuie, en fait, j'y vais dessus et puis on voit pas le temps passer, quoi. Tu passes combien de temps quand tu es dessus? Quand je suis dessus, au moins 2 heures, je pense. Au moins 2 heures d'affilée? Oui, mais... je fais un peu sur TikTok, puis après, je reçois un message, je retourne, puis je retourne, et puis voilà. C'est quoi le contenu que tu regardes le plus souvent? Il y a plein de choses dans mes pour toi, mais c'est plus, comme la vidéo que j'ai choisie, c'est des petites vidéos qui racontent une histoire, mais c'est plutôt des extraits de films, et c'est un peu une voix d'IA qui va raconter l'histoire, et puis en fait, on veut la fin, mais on l'a jamais, quoi, et c'est hyper captivant. Faut aller la chercher autre part? Ouais, mais on la trouve pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est une des techniques, justement, c'est de donner, pas toute l'histoire, mais une partie pour devoir aller voir la suite ou chercher la suite et aller trouver la fin de l'histoire? Oui, c'est une technique qui est fort présente sur TikTok. Souvent, on voit dans les commentaires partie 2, s'il vous plaît, ou des choses comme ça. Après, c'est une technique qui n'est pas complètement nouvelle non plus. Les séries télé où on doit attendre une semaine avant de savoir ce qui va se passer. Enfin voilà, ça c'est très humain d'être curieux et d'être un peu frustré quand on n'a pas la réponse immédiatement. Et on joue un peu sur le suspense. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que votre capacité d'attention, elle baisse par rapport à avant? Est-ce que vous avez l'impression que justement le fait que, parce que c'est un peu une des théories qu'on voit partout pour le moment, le fait que TikTok soit des extraits courts et qu'on en consomme beaucoup, du coup on a tendance à plus pouvoir se concentrer très longtemps sur d'autres sujets, ou quand on doit faire des devoirs, ou quand on doit regarder un film, etc. Moi, oui, personnellement, en tout cas en cours, j'ai du mal à me concentrer pendant 50 minutes vu que je suis habituée par regarder une petite vidéo de 3 secondes parfois. Donc, j'ai pas trop l'habitude de garder mon attention pendant longtemps. Sur une chose. Oui, voilà, ça. Toi aussi? Oui, moi aussi, mais je sais pas si c'est vraiment par rapport à ça, mais je suppose que oui. Mais c'est plus, oui, me concentrer
en classe pendant 50 minutes, c'est vraiment impossible. Je pense que je ne l'ai jamais fait. Et un film, je suis vite décrochée, en fait. Je m'attends toujours à avoir un truc génial, mais voilà. Oui, mais je crois que c'est une tendance. Les gens ne regardent plus forcément... Enfin, il y en a de moins en moins, peut-être, qui regardent un long film sans avoir leur téléphone à côté. Et c'est presque un challenge de ne pas aller regarder son téléphone toutes les 10 minutes quand on regarde un film. Est-ce que c'est quelque chose de vrai, ou est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, ou est-ce qu'il y a des théories, ou bien c'est juste Des une théories, extrapolation? il y en a beaucoup. Il y a un peu de tout même. C'est une thématique très complexe. Hein. C'est compliqué d'avoir des chiffres et c'est... Là, moi, dans ce que j'entends plusieurs choses. Hein. J'entends c'est compliqué de rester concentré en cours. Alors, Nous grande aussi. annonce, moi, c'était pareil. Il n'y avait pas TikTok. Quand Ouais. on devait étudier nos examens, la télé avec le tournoi Roland-Garros qui tombait à chaque fois. Un grand classique. C'était irrésistible, impossible d'étudier. Voilà, à mon avis, avant ça, c'était des BD, des romans. Et parfois, il y a des choses qui sont un peu plus attractives que d'autres. Sur la capacité de concentration, actuellement, il y a rien qui vient montrer que ça affecte à long terme la capacité de se concentrer. Ok. On va plutôt parler de distraction. On a un outil qui est dans notre environnement, qui envoie des notifications et qui va venir interrompre des tâches dans lesquelles on essaye de se concentrer. Et donc là, c'est plus des questions de comment on cadre nos environnements. Comment on gère ça? Comment on gère ça et ce qu'on aime rappeler, enfin nous chez Média Animation, c'est que ça ne devrait pas être une culpabilisation qui est faite sur chaque individu, parce qu'en fait vous vous dites ça, mais je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui se disent ça, que ça devient compliqué de rester focalisé sur une chose, parce Tout à qu'en fait, fait moi aussi. ces outils sont designés, sont faits pour capter le mieux possible notre attention. Et donc, c'est pas tellement l'individu, on aurait beau se mettre les meilleures règles du monde, si tout autour de nous fait que, en fait, l'outil, il est là, on le prend, on le prend tout le temps et qu'il n'y a aucune limite qui est mise dans certains environnements, mais surtout dans les règles de design de ces plateformes. Ok. Voilà, il y a certaines choses, par exemple les notifications intempestives. Maintenant, on a un peu plus de contrôle sur le fait de pouvoir les paramétrer, se dire qu'on empêche que ça arrive. Pareil pour le scroll infini, on commence à avoir certaines applications où on peut se dire, OK, en fait, ça scrolle pas sans fin. Je peux décider d'avoir un autre mode de navigation, mais c'est encore assez rare, ou bien la vidéo qui se lance automatiquement. Ça, je ne sais pas si vous... mais c'est un peu plus lié à Netflix ou à YouTube. Est-ce que chez vous, les vidéos se lancent immédiatement quand il y en a une qui se finit, ou bien vous avez paramétré pour que ça s'arrête, quoi? Non, mais ça, souvent, quand c'est des longues vidéos, il y a une pub qui vient. Et du coup, ça nous force à aller sur l'autre vidéo d'après pour ne pas avoir la pub. Donc, on reste encore plus longtemps, quoi. Ah oui, donc c'est la pub qui fait le... Intéressant. Est-ce que vous mettez des choses en place, justement, pour gagner en attention et gagner en attention quand vous étudiez vos cours, par exemple, ou quand vous faites une tâche qui est longue? Est-ce que vous avez des petites astuces pour essayer de calmer ce jeu que vous avez avec TikTok? Oui. Ouais, vous faites quoi? Moi, soit je donne mon téléphone à ma maman, parce que c'est que comme ça que si elle l'a et qu'elle me le rend pas tant que je connais pas. Ou alors, avant, ce que je faisais, c'est que je le mettais dans une boîte et je la mettais sur une armoire super haute et je pouvais pas y toucher, mais maintenant, beaucoup moins qu'avant. Ouais. C'est ça. Et toi? Et moi, je le mets dans une pièce et je vais étudier dans une pièce. Dans une pièce. Oui, voilà. Ok. Moi, je fais beaucoup la technique Pomodoro. C'est une technique où tu fais... L'idée, c'est de rester vraiment concentré pendant 25 minutes. Et puis après, tu as 5 minutes pour être chill et faire ce que tu veux. Et puis, tu es reparti pour 25 minutes. Je trouve que ça marche assez bien. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, c'est des techniques qu'on va nous mettre en place. Mais c'est un peu culpabilisant, comme si c'était de notre faute. Est-ce que, du coup, tu penses qu'il faudrait des règles au-dessus de ça pour changer les applications et faire en sorte que justement elles soient plus aussi captivantes ou plus qu'on ait un peu plus de liberté sur la façon dont on les utilise? Oui, de ramener la responsabilité aux plateformes, très clairement. Alors, il y a des règles qui existent. La difficulté, c'est qu'elles soient appliquées.
Par exemple, il y a le Digital Service Act, qui est une règle européenne qui est très récente, qui est d'application depuis peu de temps. Mais on se rend compte que dans la pratique, venir poursuivre les plateformes et leur imposer des amendes suffisamment conséquentes par rapport à ce qu'elles rapportent comme argent pour que ce soit dissuasif, c'est plus compliqué. Moi, je pense aussi qu'au-delà des règles qu'on met aux plateformes, on doit s'interroger sur nos paradoxes en tant que société, parce qu'on peut se mettre des très bonnes règles pour mieux se concentrer, des règles de travail. Mais déjà, mine de rien, c'est pas si évident. Il faut le dire. On amène toujours ça comme s'il y avait des questions de volonté ou quoi, alors qu'en fait, on se rend compte que dans la pratique, ou alors très peu d'humains ont de la volonté, ou bien ça dépasse la seule question de la volonté ou de la motivation. Et en fait, il y a beaucoup de paradoxes. Il y a par exemple, quand on travaille, quand on est un adulte, qu'on est également parent, qu'on a des responsabilités, mais je pense qu'en tant que jeune, on peut très vite aussi en avoir. Il est attendu qu'on soit toujours réactif sur notre téléphone quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, qu'on puisse y répondre. Dans le cadre professionnel, il y a beaucoup ça, de moins en moins de frontières entre vie privée et vie pro. Et les écoles amènent de plus en plus ça depuis quelques années avec des applications du type Smart School et des choses comme ça. Alors, l'idée n'est pas de les critiquer fondamentalement, ça amène plein d'éléments aussi très pratiques dans l'organisation quotidienne des écoles et des élèves. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est aux élèves déconnectez-vous, vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Mais maintenant, l'information d'école passe sur le téléphone. Donc, il faut voir aussi quand on donne des injonctions paradoxales, comment on peut s'y retrouver individuellement là-dedans, quoi. Ok. On va partir sur des exemples concrets. Maintenant, on va regarder la première vidéo que Clotilde a amenée. Et donc, tu nous as un peu teasé, c'est donc des résumés de films que tu regardes sur TikTok. On regarde la vidéo, puis on en parle ensemble. Petite fille de 9 ans a soudain découvert qu'elle semblait être enceinte. Mais elle avait beau essayer, elle n'arrivait plus à enfiler ses vêtements d'enfant, même les plus grandes tailles. Bien que maman soit très surprise, elle n'a pas du tout pensé à une éventuelle grossesse. Elle a simplement rassuré la petite, en lui disant que c'était peut-être une indigestion, et que ça passerait avec des médicaments. Pourtant, le soir venu, la fillette s'est cachée dans la salle de bain, prise de vomissements incessants, exactement comme des nausées de grossesse. Maman a eu très peur, et a caressé anxieusement le dos de sa fille. Papa lui a rapidement passé une serviette, prévoyant d'emmener la petite à l'hôpital pour un examen, dès le lever du jour. Mais avec ce retard, l'état de la fillette s'est encore aggravé. Son ventre gonflait de plus en plus. Cette vidéo, tu l'as regardée jusqu'au bout ? Oui. Ouais, tu l'as regardée. Et donc, tu consommes ce genre de vidéos, ça vient souvent dans ton fil ? Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu as compris pourquoi ça venait souvent dans ton fil d'actualité ? Comment ça se fait que l'algorithme répondait comme ça ? Je suppose que c'est qu'en regardant les vidéos, plus on reste dessus, plus il y a, je sais pas qui gère ce réseau, mais à mon avis, plus on regarde les vidéos ou quand on like, ça revient de plus en plus, et à la fin, notre fil est quasi rempli que de ça, parce que on a tout le temps regardé ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme, Valentine. Oui, et l'algorithme de TikTok, il a cette particularité, quand il est arrivé, c'était ça qui était un petit peu fou, d'être très précis. Souvent, les personnes avaient tendance à dire, quand c'était une nouveauté, c'est fou, ça me propose que des contenus que je n'arrive pas à passer, qui sont hyper adaptés à ce que j'apprécie. Pourquoi ? En fait, c'est un algorithme qui peut être très précis parce que c'est des contenus très courts aussi. Donc, le fait que ça soit des contenus courts, ça fait qu'on donne beaucoup d'informations à TikTok, beaucoup de signaux sur ce qu'on apprécie ou pas. Si je regarde YouTube, que je regarde une vidéo de 40 minutes, même si je passe du temps sur YouTube, je regarderai peut-être 3 ou imaginons 4 d'affilée, mais j'ai donné des signaux que sur 4 contenus. Sur TikTok, je passe très fréquemment des vidéos, je reste sur certaines, j'en re-regarde certaines. Et ça prend non seulement ce qu'on appelle des métriques, non seulement des signaux comme si on like un contenu, si on commente, voilà, ce type de réaction explicite, mais aussi le temps qu'on passe dessus. C'est ça. Et comme c'est des contenus courts et avec l'intelligence artificielle actuellement, TikTok arrive à nouveau plus que sur d'autres plateformes à
comprendre ce qu'on aime en analysant le contenu même de la vidéo. C'est-à-dire en fait repérant visuellement le type de choses qu'il y a à l'écran. Imaginons, je regarde plein de vidéos de chats, pour prendre un exemple très commun, mais l'intelligence artificielle va pouvoir repérer qu'il y a à chaque fois un chat à l'écran. C'est ça. Alors que sur YouTube ou ici, nous en si on voit reproposer. 4 personnes qui parlent, qui ne bougent pas pendant 1 heure et que c'est du discours et que c'est plus long, c'est plus compliqué Il y a moins de signes. fin dans la... Voilà. C'est ça. Toi, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a fait accrocher dans cette vidéo-là? Bah, pour moi, je me suis dit, c'est pas possible qu'une petite fille de 9 ans soit enceinte. Et puis, du coup, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Enfin, et puis, elle va à l'hôpital. Et puis, à la fin de la vidéo, on voit que le père ne veut pas faire des examens. Donc, on peut se dire, oui, peut-être que lui aurait fait quelque chose. Et en fait, on sait jamais ce qu'elle a. Et c'est comme ça pour plein de vidéos. Donc, c'est un peu le suspense qui t'a Oui. accroché. C'est le fait de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'elle avait. Oui. Et est-ce que la forme aussi a son importance? Le fait que ce soit avec une voix très robotique aussi, c'est une voix faite par IA. On a aussi là sur un rythme qui est plus rapide qu'un film, que si tu l'avais regardé en entier, quoi. Est-ce que ça aussi, ça a son importance dans le fait que tu restes sur cette vidéo? Mais vu que ça va vite et qu'il donne très vite les informations, on a plein d'informations qui viennent d'un coup. Et donc, on se dit, faudrait rester pour voir ce qu'il y a. Et puis... Oui, je pense que la voix de l'IA... Enfin, la voix de l'IA, moi, ça me dérange pas que ce soit une voix de quelqu'un ou de l'IA, mais le fait que ça aille vite, je pense que ça nous capte encore plus, quoi. Ouais, on est d'accord là-dessus, Valentine. C'est aussi une des solutions et une des grandes idées de TikTok, c'est le fait que ça aille vite. Oui, et puis c'est là que notre attention s'adapte un peu. Enfin, comme il y a une concurrence entre tous les producteurs de contenu, et que l'objectif de chaque personne qui crée une vidéo, c'est d'être visibilisé par l'algorithme. Et donc ça veut dire qu'il faut que les gens restent dessus. Et on a tendance, du coup, à retirer de plus en plus, en tout cas sur les contenus courts, et donc sur TikTok, les temps de respiration entre 2 éléments. On passe vite d'un plan à un autre. On n'a plus des plans longs. Mais c'est pas que sur TikTok. Si on regarde partout. la télévision, même les reportages au JT entre il y a 20 ans et aujourd'hui, on change plus rapidement tout à fait. les plans aussi. Donc. C'est même montré sur les Disney, les films quand j'étais petit. Les plans des Disney duraient au minimum 35-40 secondes pour un plan de caméra, alors que maintenant, il est entre 10 ou 5 secondes, quoi. Ça c'est vraiment raccourci. Et un autre grand point que je voulais mettre sur la table, c'est le fait de regarder en accéléré. Parce que maintenant, même YouTube, c'est mis au pas de pouvoir mettre en accéléré les vidéos que tu peux regarder. Est-ce que vous regardez en accéléré vos contenus, vos films, parce qu'il y en a qui le font aussi, sur Netflix, c'est possible de le faire aussi, de regarder en x1,5, x2. C'est quelque chose que vous faites? Moi, oui, en tout cas. Oui. Je m'en accéléré pour souvent, si je cherche une information, dans la vidéo, je vais m'accélérer pour avoir la réponse de ma question. Ok, pour avoir la réponse. Et si c'est une fiction ou un film que tu regardes, tu vas aussi le regarder en accéléré? Ça t'arrive? Non? Toi non plus? Non plus. Qu'est-ce que ça dit de notre façon de consommer le contenu, ça, qu'on mette en x2 ou en x1,5 soit pour avoir une information plus rapidement, soit pour regarder simplement une fiction? Ça dit qu'il y a énormément de choix de choses à regarder et qu'on n'a pas tellement de temps sur une journée. Il y a trop de contenu maintenant. C'est un petit peu ça l'économie de l'attention. Les plateformes sont en concurrence pour en fait qu'on dédie un petit peu de notre temps à les regarder plutôt qu'à aller regarder le voisin. Donc ça dit ça. Après, ça ne dit pas tout parce qu'il y a aussi en parallèle des tendances à décélérer, à se dire que pour certaines personnes ou bien pour les mêmes personnes qui regardent des contenus ultra dynamités, etc., qu'à certains moments, on a envie de quelque chose de posé, avec des plans longs, des plans calmes. Et ça existe en parallèle. On a des jeunes qui, en même temps, vont être sur TikTok et certains ou certaines qui vont regarder 4 heures d'affilée un live sur Twitch. C'est sûr. Donc voilà, maintenant, les deux cohabitent. Exactement. Justement, dans ce type de contenu un peu détente qu'on va regarder pour déconnecter, il y a celui choisi par Olivia. On va regarder cette séquence et puis on en parle tout de suite.
On est donc sur un rangement de frigo, ça a quelque chose d'assez hypnotique. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi, cette vidéo ? Je trouvais que c'était satisfaisant de la regarder, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Voilà. Ça, c'est des genres de vidéos qui viennent dans ton fil d'actualité, dans oui, souvent. la partie pour toi, ouais. Oui. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu les aimes ? Tu trouves que pourquoi est-ce que c'est relaxant, que c'est détendant ? Je sais pas, quand j'ai envie de me poser, je regarde souvent des vidéos comme ça, mais sans intérêt derrière, et on va dire que ça me relaxe. Ok. Ça a l'intérêt que ça te relaxe, Oui, voilà. mais tu trouves que ça n'a pas d'autre intérêt que celui-là. Oui, voilà. C'est ça. Est-ce que du coup, tu trouves ça inoffensif comme contenu parce que ça fait pour te déconnecter, ou alors est-ce que ça a un côté négatif pour toi ? Non, moi je pense pas que ça a un côté négatif. Ok. Est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que ça nous détend et puis c'est bien comme ça ? Ou est-ce qu'on doit s'interroger sur ce que ça a de négatif aussi ? Moi, je pense, quand on voit ce genre de contenu, tu le dis bien, on est conscient de ce qu'on va chercher et c'est un côté effectivement, pour certaines personnes, très relaxant. C'est presque proche de l'ASMR. On sent qu'au niveau du son, c'est voulu pour être travaillé. Il y a un côté... alors, le terme va paraître négatif, mais donc je prends le temps de bien le contextualiser. Certains appellent ce type de contenu du productivity porn. Alors, parce que ce qu'on a en tête quand on entend porno, on pense à la sexualité, etc. Mais en fait, c'est plutôt ce qu'il faut voir derrière ce terme. C'est une représentation complètement idéalisée de la réalité, où on voit quelque chose d'un peu de trop parfait, spectaculaire, de parfait, sans tout le processus qui mène à ça. Et on est mis dans une position juste de regarder et de se satisfaire de regarder, et on n'est pas mis en action. Enfin, en tout cas, moi, quand je vois ça, je me dis... Tu vas pas aller ranger ton frigo. Je vais faire pareil pour mon frigo, parce que je sais tout ce qu'il y a derrière. En fait, il faut d'abord le nettoyer, parce qu'il est jamais aussi propre. Il y a des vieux pots périmés qu'il faut d'abord vider. Enfin, c'est pas aussi satisfaisant. Et ça, d'ailleurs, ça implique tout un tournage et des techniques de tournage derrière qu'on peut bien imaginer avant d'être capable et de montage, avant d'être capable d'avoir ce rendu. Et d'une certaine façon, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun jugement à avoir. On regarde sans arrêt des contenus satisfaisants qui n'ont pas d'autre objectif que soit de nous divertir, soit de nous satisfaire. Et ici, on va dire que le contrat est très clair. On ne se dit pas qu'on est en train de s'informer. On se dit, éventuellement, on pourrait se dire que c'est un peu un mode tutoriel pour le refaire chez soi. Mais il y a un côté un peu trop parfait, un peu trop idéal. Ouais. Donc, oui, personnellement, je ne vois pas d'effets négatifs. C'est sûr que des vidéos en plus satisfaisantes comme ça, on en voit beaucoup. Je vais vous proposer un petit quiz maintenant sur TikTok, des chiffres que je vous propose et vous allez me donner, essayer de me donner les bonnes réponses. Ok, c'est parti pour le quiz. Alors, première question, en 2023, TikTok a enregistré environ combien de téléchargements pour vous dans le monde, tous stores confondus ? Est-ce que c'est 73 millions de téléchargements, 733 millions ou 7,3 milliards ? Il a été téléchargé combien de fois en 2023 ? Moi, 703 millions. 733 millions, pardon. 733 ? Moi, la dernière proposition... 7 milliards. Oui. Et pour toi ? En quelle année ? En 2023. Allez, le troisième, le milliard. C'était 733 millions. Donc c'est l'année où elle a commencé à popper, en tout cas, parce qu'elle a été rachetée en 2017, et puis en 2023, elle a vraiment popé. Quel signal est le plus important pour l'algorithme, pour que l'algorithme recommande une vidéo dans l'onglet Pour toi ? Est-ce que c'est le nombre d'abonnés du créateur ? Est-ce que c'est le watch time ? Ou est-ce que c'est le nombre de likes ? Le nombre de likes. Moi aussi, le nombre de likes. Oui. Le watch time. C'est le watch time, exactement. Donc c'est le temps que vous passez à regarder ce contenu-là, et si il est proportionnellement plus grand aussi, si la vidéo fait 30 secondes et que la plupart des gens en regardent 28 secondes, c'est un bon indicateur pour l'algorithme. Dernière question, en 2024, environ combien de temps par jour un utilisateur passe en moyenne sur TikTok ? Est-ce que c'est 15 minutes, 58 ou 2 minutes 30 ? 15 minutes, 58 ou 2 minutes 30. 2h30, pardon. 2h30.
58 minutes, moi, je pense. Oui. Et Moi toi? aussi, 58 minutes. Je vais dire la même. Eh bien, c'est la même. 3 bonnes réponses. 58 minutes. C'est en dessous pour vous de ce que vous utilisez l'application ou pas? Bah, en fait, ça dépend vraiment des jours. Ça dépend des jours. Bah oui, sinon, Ouais. c'est quand même en dessous. C'est quand même en dessous. Oui. Ok. Et pour toi? Bah oui, comme dit Clotilde, ça dépend des jours, vu que moi j'ai des activités à l'extérieur, etc. Donc Ok. bah, je suis pas spécialement tout le temps aussi sur mon téléphone et bah, le temps d'aller sur l'application, Mhm. là je vais commencer à me scroller, mais il faut que bah, je me dise que je me suis posée, mais je suis pas spécialement Ok. posée. Une fois que tu y es. Ouais, voilà. Valentine, je te pose pas la question, vu que tu n'utilises pas, mais Non, après, si on prend mon temps sur d'autres plateformes, sur d'autres plateformes, sur ça peut l'ordinateur, exploser ça aussi. dépend aussi des jours. C'est clair. Pour nous aussi. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de laisser votre place et on va accueillir maintenant les 2 prochains élèves, Aude et Antoine. Et on va parler de leur contenu. Alors, bonjour Aude, bonjour Antoine. Même question pour vous, est-ce que vous utilisez beaucoup TikTok? Est-ce que vous passez beaucoup de temps dessus ou Oui. pas? Énormément Ouais. de temps. Énormément. Énormément, ça veut dire quoi, énormément? Bah, ça dépend des jours, mais c'est surtout le soir en fait, parce que je m'endors tard. Ok. Et je pense qu'en moyenne, je peux passer 5 heures sur TikTok. 5 heures par jour? Ouais, pour moi, ça c'est beaucoup. Et toi? Alors moi, je préfère regarder des séries ou des films sur Netflix. Mhm. Mais ça m'arrive aussi d'être sur TikTok. J'ai aussi l'application et il y a des jours où je suis à plus d'1 heure, des jours où je regarde pas du tout. Mais en moyenne, ouais, je dois être à 1h30, 2 heures par jour. Ok. Qu'est-ce qui fait, Aude, que tu regardes autant et que tu regardes pendant aussi longtemps TikTok? Ouais, c'est pas d'affilée, c'est pas 5 heures d'affilée, mais Ok. sur la journée, ouais, je pense que je suis dans ces alentours-là. Mais bah, en fait, vu que c'est des courtes vidéos, bah, je regarde beaucoup. Et Ok. au final, j'arrive à 5 heures. Ok, sans t'en rendre compte? Ouais, Ou tu t'en rends compte que non, des c'est fois vraiment ça... sans m'en rendre compte. Ok. On a des statistiques sur le temps moyen passé sur ces applications, enfin, chez les jeunes chez nous. Oui, on en a. Alors là, j'ai pas les chiffres comme ça en tête, mais Ça t'étonne 5 heures ou ça t'étonne pas forcément? je pense que c'est un chiffre au-dessus de la moyenne, Ouais. mais c'est pas tellement étonnant non plus. Enfin, si on apprécie vraiment ça, si on l'a dans notre poche tout le temps, Ouais. 5 heures sur une journée. En fait, c'est sûr, là comme ça peut paraître beaucoup, et l'idée n'est pas de dire passer tous 5 heures sur TikTok, Non. mais je pense que si on prend les statistiques sur la télévision, même il y a quelques années. Finalement, où on peut même prendre nos exemples personnels. Hein, quand on était jeune, moi, il y a des périodes de vie où j'étais beaucoup Des devant la heures. télé. Et puis, il y a d'autres C'est sûr. périodes où, en fonction des autres activités qu'on a, d'autres éléments, d'autres intérêts, ça ne veut pas dire que parce qu'on regarde 5 heures la télé ou TikTok, que tous les jours de notre vie, on va le faire sans avoir le contrôle Tout à fait. dessus. Ouais. Mais il y a quand même une idée de contrôle alors, de pouvoir garder le contrôle là-dessus et de pouvoir... parce qu'il y a... On le voit aussi dans le contenu souvent passé, que c'est aussi une question peut-être d'addiction et de se dire que on entend parler de dopamine, etc., que quand on regarde un contenu, on a donc du coup une décharge de dopamine, une récompense dans notre cerveau qui nous fait du coup vouloir tout le temps chercher cette récompense. Est-ce que c'est vrai, ce type d'information? Est-ce que c'est... L'explication par la dopamine, elle est très contestée parce qu'elle est très simplificatrice. En fait, les neurosciences sont pas du tout capables actuellement d'observer ce qui se passe dans le cerveau en situation réelle. Et une autre façon de l'amener, c'est on n'a pas besoin d'une explication avec avec vraiment le côté hormones, neurotransmetteurs, sachant qu'il y en a plein d'autres dont personne ne connaît la fonction. Et la dopamine, c'est devenu le mot magique où du coup, ça paraît très scientifique une fois qu'on l'utilise, mais qu'on peut expliquer par plein d'autres éléments que celui-là qu'on ne peut pas vraiment prouver. Parce que, pour prendre un exemple que j'ai entendu, que je trouvais intéressant, c'est certains vont par exemple comparer la libération de dopamine quand on est devant un écran versus d'autres situations. Par exemple, quand on regarde un coucher de soleil ou quand on mange. La seule chose, c'est que c'est toutes des choses qui peuvent s'observer
dans des contextes de dispositifs scientifiques, donc en laboratoire. Donc on ne regarde pas un coucher de soleil en vrai, on regarde sur un écran quand on parlait d'eux. Si les gens qui font ces comparaisons les ont vraiment prises de quelque part, réelle. Et on est dans une situation très artificielle où c'est très dur à comparer. Et en fait, qu'est-ce qu'on essaye de venir dire dès lors qu'on dit ça, là où on se rend compte qu'on sait effectivement que les plateformes essayent de retenir notre attention et donc qu'elles mettent des mécanismes de design en œuvre, comme je disais tout à l'heure, la vidéo suivante qui se lance toute seule. Il n'y a pas besoin de la dopamine pour expliquer que c'est plus compliqué pour tout être humain quand on est dans une situation de bouger et de passer à une autre situation, dopamine ou pas. Peu importe l'explication, on peut expliquer par plein d'autres raisons. Parce que les mécanismes sont de toute façon là pour nous faire rester et pour qu'on en consomme plus. Et oui, et alors ce qu'on oublie surtout quand on amène la question de la dopamine, c'est qu'on a l'impression que tout se vaut derrière un écran. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est une petite injection de dopamine et de plaisir, alors qu'en fait, qu'on soit sur TikTok, YouTube, Twitch ou Netflix, on regarde du contenu. Et on a des contenus, on a vu dans les exemples d'avant, des contenus qui vont venir nous toucher parce qu'on a envie de savoir la suite. On pourrait dire pareil dans la lecture, c'est des mécanismes de curiosité humaine et il n'y a pas besoin de la dopamine pour expliquer qu'on va y rester dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer comment ces plateformes mettent tout en œuvre pour nous faire passer le plus de temps dessus. Mais la dopamine, c'est une explication très scientifique. Et puis, le problème, c'est que ça devient à nouveau une façon d'un peu médicaliser les usages et de les individualiser, de dire attention à votre dopamine. Alors, il y en a certains qui vont vendre des dopamines détox. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça existe comme un médicament? Ah non. C'est plein de théories pseudo-scientifiques et c'est les mêmes qui vendent des formations pour devenir riches sur Internet, donc qui eux-mêmes font des contenus sur lesquels les gens restent. Et ça amène des contenus un peu farfelus qui n'expliquent pas grand-chose et qui ne viennent pas vraiment critiquer le système derrière non plus. Donc, non, mais qui sont là pour utiliser le système pour faire de l'argent, justement. Oui, et alors qui amène tout sur une question, la question de l'addiction. Alors là, c'est un très très long débat, mais évidemment que c'est classique d'entendre « je suis accro à telle application, je suis addict », c'est des termes qui sont vraiment passés dans le langage courant. Mais quand on compare ça à des questions d'addiction à des substances, je pense que... Alors, dites-moi si je me trompe, mais si demain, on fait une expérience, on vous enlève votre téléphone pendant 3 jours... et vous faites plein d'activités, je sais pas, avec vos amis, imaginez des activités que vous appréciez, et vous êtes avec des gens et vous faites d'autres choses et personne n'a de téléphone. Et il n'y a pas de message envoyé à qui que ce soit pendant cette période. Est-ce que dans cette situation, vous allez être en situation de manque, donc très mal, trembler? Non. Vous le vivriez comment? C'est un bon exercice. Non, je pense qu'en vrai, ça devrait aller. Peut-être qu'au début... En fait, je trouve qu'on a aussi beaucoup le réflexe de faire des photos et de filmer. Donc peut-être que ça, s'il se passe quelque chose de drôle pendant qu'on fait des activités, on aura peut-être le réflexe de... Mais sinon, je pense pas que... Peut-être au bout de 30 minutes, même pas, ça devrait passer, je pense. C'est intéressant, ça. Toi aussi? Non, moi, pas du tout. C'est un peu comme au cours, je trouve. On est 2 semaines sans le téléphone. Après, là, c'est un peu, vraiment la même chose. Et ça me manque pas tant que ça. Ce qui est chouette, c'est que ce qu'on entend, et ça c'est souvent la critique qu'on fait quand il y a des gens qui parlent que les jeunes sont accros aux écrans, quand on est ado, jeune adulte, en fait, on est le plus accro à quoi? À la sociabilité, quoi, à être avec ses amis, à prendre des photos pour avoir des souvenirs, à garder des traces de tout ça, et ça passe par un écran aujourd'hui, mais d'une certaine manière, c'est souvent la première chose qui va être dite qui manque. C'est pas forcément de scroller sur TikTok s'il y a... autre chose qui est proposée, quoi. Je trouve ça déjà très chouette de s'en rendre compte. On va regarder le contenu qui a été amené par Aude, donc une story time, c'est parti. Guys, story time, et en même temps je vous montre un peu mes achats récents. Petite vidéo très très chill, mais très sympa. Et en fait je l'ai jamais raconté parce qu'elle s'est passée genre il y a 6 mois, mais je l'ai jamais raconté. Et comprendre pourquoi je la raconte aujourd'hui. Ok, donc vous vous souvenez quand Hugo et moi étaient à New York, genre juste tous les deux en avril, on avait fait Miami avec notre famille. Pour la 2e semaine, Hugo et moi on avait prolongé genre 5 jours, ou prolongé genre quelques jours à New York. Ça date d'avril, ok.
Depuis 2022, quand on attend une nouvelle saison, obviously, tout ce qu'on parle en ce moment, c'est de Stranger Things. J'étais vraiment très très fan de Stranger Things. J'ai fait une conférence en 2022 Stranger Things, tellement j'étais trop fan de la série. Maintenant, j'aime bien, je suis plus autant fan, mais je trouve que cette série est juste incroyable. Donc, mettez en contexte New York, Stranger Things et vous et moi, ok. Les gars, ma mère, elle a acheté ça. Mais qu'est-ce que nous a foutu Mademoiselle Soph? Elle a acheté ça. Mais je fais un haul. Donc, elle raconte une histoire qui lui est arrivée. L'histoire, c'est qu'elle a rencontré, elle a vu un des personnages, un des acteurs de Stranger Things. Et en même temps, elle montre des habits qu'elle a achetés ou que sa maman a achetés. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à cette vidéo-là? Bah, après, ça peut être que personnel, mais moi, j'aime bien toutes les histoires comme ça. Et en plus, vu que Stranger Things, c'est une série que je regarde, bah, ça m'intéressait encore plus. Et en plus de ça, elle montrait des vêtements qu'elle a achetés. Vu que moi, j'aime bien les vêtements, bah, le tout ensemble fait que... Ok, c'est vraiment la combinaison des deux qui t'intéresse. Tu l'as regardé jusqu'au bout, du coup? Oui. Et après, je suppose que tu as regardé aussi ce type de contenu-là. Est-ce que tu la suis, elle, ou bien c'est simplement parce qu'elle est venue dans ton fil d'actualité? Je la suis sur les réseaux. Ok. Tu trouves que les story time comme ça te garde plus longtemps attaché à la vidéo, ça capte plus ton attention? Après, ça dépend du sujet. Bah là, vu que c'est un sujet qui m'intéresse, oui, je reste jusqu'à la fin. Après, quand il y a des sujets qui m'intéressent un peu moins, je vais regarder le début et puis je vais scroller. Mais la plupart du temps, non, je reste, je pense, la plupart de la vidéo en regardant. Ok. C'est un peu intéressant parce que du coup, elle passe d'un sujet à l'autre et ça capte quand même notre attention, quoi. C'est comme ça qu'elle arrive à garder notre attention? Oui, après, moi, j'ai l'impression que un des facteurs qui fait garder l'attention aussi et surtout, c'est l'attachement soit à la thématique. Là, tu disais Stranger Things et puis que tu aimes bien la mode et donc elle va faire un haul, elle va montrer ses derniers achats. Et puis, je pense qu'on reste plus quand on connaît déjà la personne, l'influenceur ou l'influenceuse, qu'on y est un petit peu attaché. Il y a un attachement. Et donc, moi, par exemple, j'ai eu un peu plus de mal à accrocher à cette vidéo-là, mais c'est parce que je ne connaissais pas cette influenceuse. Et je suis sûre que si j'avais ça venant d'autres influenceurs ou influenceuses que je suis et auxquels j'ai un attachement, je pourrais être captivée, quoi. Donc, ouais. Oui, il y a un côté aussi personnel, quoi. Ça donne un lien plus direct à quelqu'un. C'est clair que c'est un phénomène qui revient de plus en plus. Je me rappelle plus le nom que ça porte, mais le fait de se sentir vraiment proche d'influenceurs. Est-ce que vous vous sentez proche de personnes que vous ne connaissez pas, des influenceurs? Vous avez l'impression de les connaître un peu? Non, pas du tout. Pas Non, spécialement, non. pas du tout. C'est un phénomène quand même qui est là ou qui... On en parle souvent, c'est ce qu'on appelle ça l'attachement parasocial. Alors, Voilà. il y a, je pense, une différence entre le côté de se sentir proche, dans le sens, je pense que de plus en plus, surtout vous, vous êtes en réto, en cinquième. Ça fait quelques années que vous vivez avec les réseaux sociaux, avec Internet. Et en fait, on peut parler d'un certain attachement, c'est-à-dire qu'on peut apprécier une personnalité, une figure, sans pour autant avoir du mal à faire la distinction que cette personne a sa propre vie privée, qu'on n'est pas son ami. Et je pense que parfois, là où il pourrait y avoir un petit peu de difficulté et de confusion, c'est pour des plus jeunes enfants. C'est le temps d'apprendre, C'est ça. d'apprendre un petit Là, peu. vous savez faire la différence. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, je pense que un attachement se crée d'office, mais c'est un attachement qu'on pouvait déjà avoir même à des personnages de fiction. Et là, on se retrouve avec des figures qui semblent assez authentiques. C'est des vrais humains qui nous présentent des choses qu'on peut apprécier et qui ont souvent en plus la possibilité de faire des choses un peu exceptionnelles qui pourraient nous faire rêver parce qu'ils sont dans une position où ils ont souvent plus d'argent, en tout cas les plus célèbres d'entre eux. Et puis, c'est leur métier, c'est de nous montrer des choses qui nous font un peu rêver. Et donc, oui, je pense qu'il y a un certain attachement qui va se créer et qui est un vrai facteur de captation de l'attention, entre guillemets, parce qu'il y a une forme de fidélisation. Mais un peu comme une série télé. Quand j'étais jeune, nous, on regardait beaucoup la série télé Friends. Et en fait, on s'attachait aux personnages, on voulait voir ce qui leur arrivait. Et c'est un peu les mêmes logiques. Et puis on les suit pendant tellement d'années que voilà, on se sent attaché. On va regarder maintenant ton contenu, Antoine. Donc, il parle d'une personne qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux, de Philippe Boxo. On regarde ça.
Qu'est-ce que tu as vu de plus fou dans ton métier? J'ai rencontré un jour une dame qui a tué son mari. Elle l'avait découpé en morceaux. Elle l'avait mis dans des sacs fraîcheur. Tu vois, des sacs de congélation. Elle l'a mis au congélateur. Mais c'est pas possible. Et ça. tous les soirs, entre 20h, parce que là les enfants étaient au lit, et 22h, les voisins auraient pu s'inquiéter d'une odeur particulière dans l'environnement, dans le voisinage. Elle faisait brûler son mari dans son insert. Mais il l'avait découpé où? Dans sa cuisine, avec une hache. Mais attends, mais c'est pas possible. On dirait une série Netflix. Là, cette femme avait tué que son mari? Uniquement. Pour une raison particulière? Oui, il l'emmerdait. Et elle avait un amant. Et donc, voilà, il venait l'emmerder chez elle. Elle l'a tué comment? Elle a dit que c'était pour se défendre avec une hache. Donc, c'est une dame qui a une hache dans sa cuisine. Et elle a massacré son mari à coups de hache. Il y avait du sang partout. Elle a tout nettoyé avant que les enfants n'arrivent. La dame passe aux aveux parce qu'on se rend compte que la voiture du mari qui est garée devant chez elle n'a pas bougé. Il n'utilise plus rien. Donc, il y a beaucoup de chances qu'il soit disparu, donc mort. Ouais. C'est l'idée. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo, Antoine? Bah, premièrement, déjà, j'aime bien Philippe Boxo. Je sais pas, j'aime bien ses anecdotes, tout ça. Et que la vidéo commence directement en nous accrochant avec en entrant dans le thème, dans le sens du sujet, directement. Okay. Parce que c'est choc. Oui, surtout, je pense que c'est choc. Il raconterait une anecdote plus banale. On va dire, je suis pas sûr d'y rester. Oui, oui, c'est ça. Donc il y a ce côté sensationnaliste parce qu'il raconte quelque chose qui est sensationnel. Est-ce que c'est plus donc pour le contenu ou plus pour la manière dont il le raconte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'accroche aussi dans ses mots, dans le montage ou plus dans le sujet? Les deux, franchement. Le montage déjà avec les sous-titres intégrés, ça nous accroche aussi. Et le contenu, ouais. Tu les regardes toujours avec le son, ces vidéos-là ou Toujours avec le son. Parce qu'il y a une grosse tendance aussi, je crois que c'est 90% des vidéos qui sont regardées sans le son sur TikTok. Mais voilà, si c'est avec le son, c'est différent. Est-ce que pour toi, il y a une limite dans ce qu'on peut dire ou montrer ou raconter sur TikTok? Bah, t'as pas été choqué par ça? Non, je n'ai pas été choqué, mais je serais plus choqué par des images. Mais ça, je pense que c'est interdit. Mais non, je pense pas que je serais choqué. Serais choqué par ce type de contenu. Ouais, pourquoi est-ce qu'on a tendance à rester, Valentine, sur un contenu qui est plus choc ou plus interdit? Ça, c'est une question à 1000 francs. Hein. Je pense que c'est vraiment pas nouveau. Pourquoi les humains sont attirés par ce qui est sensationnel, ce qui est de l'ordre de l'interdit, de l'ordre de l'horreur, du sordide, mais pas que, aussi en fait tout ce qui va susciter des émotions très fortes. Donc c'est aussi la joie, l'humour. Mais donc voilà, il n'y a pas vraiment de grande explication derrière, sans doute anthropologique. Là, j'ai pas la réponse, mais si ce n'est que c'est vraiment pas nouveau. Les premiers journaux, déjà au XVIIIe siècle, étaient avec des rumeurs, avec des titres les bien derniers faits sensationnels. divers, de meurtres. Voilà, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup, Antoine. Je vais vous proposer de jouer un petit jeu maintenant. C'est parti. Je vais vous proposer des exemples de trends et vous allez me dire si vous les scrollez ou si vous resteriez sur cette vidéo-là. Ok, première trend. Un cocktail de mignonnerie. L'idée, c'est un montage un peu rythmé sur un zoom sur une tête adorable. L'idée, c'est juste de bouger son téléphone au rythme de la musique et de se laisser capter par le charme de l'animal. Est-ce que vous restez sur ce type de vidéo? Oui. Oui. Toi, tu resterais dessus? Ouais, moi, quand il y a une musique entêtante, ça fonctionne. C'est fou. En plus, on a envie de pas la passer et que ça passe en boucle et sans s'en rendre compte, on reste dessus, quoi. C'est un bon exemple de captage d'attention. Je vous propose le deuxième exemple. Donc on est sur un clap your hands, donc on transforme simplement chaque clap en une autre version de soi, aussi avec un montage très rythmé. Est-ce que vous restez sur ce genre de trend ou pas? Oui. Oui, aussi, toi. Moi, pas forcément. Ça m'amuserait plus de le faire que de le regarder. De le faire que de le regarder. Ouais. Vous pas?
Oh, si, aussi. Si, tu le ferais, et toi? Je pense pas, non. Non. Mais par contre, le regarder, Ouais, le regarder, c'est le rythme. C'est le rythme toujours. Hein. On est toujours sur une question de rythme. J'ai l'impression que c'est un des gros points attention pour l'attention, c'est d'avoir quelque chose qui est ultra rythmé. Troisième exemple. Alors là, pas de mise en scène justement compliquée, de montage très rythmé, mais on va plutôt aller chercher un instant pris sur le vif en observant le monde qui nous entoure. Est-ce que vous restez sur ce genre de contenu? Je sais pas si je reste jusqu'au bout, mais une fois que j'ai compris le but de la vidéo, oui, je pense que... Ouais, pareil, je pense que Pareil. je reste pas hyper longtemps sur la vidéo. Juste pour capter le moment, et puis dès que c'est compris, c'est bon. Et pour toi? Moi, je crois que là, ça dépend vraiment de la musique, quoi. L'image accompagne une musique. Si je découvre une musique, qu'elle est bien, je reste. Sinon, si j'aime pas, je passe. Très juste. C'est aussi important pour vous, la musique qui a suivi. Oui. Ok. Dernier exemple, le mal-aimé. On va regarder ça. Je suis mal-aimé. Je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je... Alors ça fait suite évidemment à la pub d'Intermarché avec le loup mal aimé. Et là, c'est l'occasion parfaite pour se transformer en drama queen le temps d'un instant. Est-ce que vous restez sur ce genre de vidéo? Oui. Oui. Je pense que je lis le texte et puis que Ok. je scroll. Ok. Toi, tu le regardes parce qu'elle te fait rire, parce que Non, parce que ça me fait rire. le la principe. musique. J'aime bien la musique aussi. La musique. On redécouvre du Claude François. Et toi? Ouais, la même chose, la musique. Ça dépend de la musique. Donc pour le moment, on est fort sur du rythme et de la musique. On a déjà 2 bons ingrédients pour faire des vidéos tendances, si on veut en faire. Merci beaucoup Aude, merci beaucoup Antoine. Merci. Vous allez laisser vos places alors et on va accueillir les 2 dernières élèves, Assia et Eulalie, qui nous viennent aussi des CFX. Hein. Bonjour Assia et bonjour Eulalie, comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? Très bien, merci. Est-ce que vous aimez aussi SFX? Oui. Oui. Oui, sans plus. Un petit oui avec une moue, pourquoi? J'aime Pas de tellement temps. l'école que j'ai décidé de recommencer mon année pour Moi aussi. approfondir la matière. Oui, mais c'est très bien, moi aussi je l'ai fait. En 5e aussi, en plus. Voilà. Un point commun. Est-ce que vous allez beaucoup sur TikTok ou pas? De trop, oui. Oui, moi aussi. De trop? Oui. C'est-à-dire combien de temps? Moi, ça dépend. Le week-end, j'y vais vraiment beaucoup. Ouais. Par contre, quand c'est l'école, j'y vais un peu moins, mais ça reste aux alentours de 1h30, 2h, quoi. Par jour. Vous dites de trop, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est de trop? Parce qu'en fait, on scrolle au début, on se dit que ça va, que c'est juste 1 heure, ça va passer, mais après, on se sent mal de rien avoir, enfin, de pas avoir fait quelque chose de sa journée, quoi. Tu culpabilises parce que tu as l'impression que c'est une perte de temps? Enfin, c'est pas un temps rentable? Oui, non, c'est pas rentable, voilà. Okay. On aurait pu faire plus de choses dans la journée. Ok, comme quoi? Qu'est-ce que tu aurais imaginé faire sortir dehors, parler avec sa famille au lieu de rester dans sa chambre à regarder son téléphone, quoi. Ok. Toi aussi? Moi, je pense que c'est plus ou moins la même chose que Lali, mais ça dépend vraiment si je suis en vacances ou si j'ai des choses à faire pour l'école ou aller aider dans la maison. Là, je culpabilise parce que j'aurais pu faire autre chose de plus productif. C'est dingue ce sentiment de culpabilisation parce qu'on a l'impression de rien faire. On a tous connu ça et on l'a tous connu, comme on l'a dit, avec plein de supports différents. Mais là, j'ai l'impression encore plus avec TikTok. Pourquoi encore plus avec TikTok qu'avec autre chose? Est-ce que... J'ai pas la réponse au complet du tout, mais peut-être des éléments. Peut-être qu'encore plus qu'avant, on a beaucoup de discours sur le fait de devoir être productif. Ça, c'est aussi... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas que ça. Je pense que le sentiment de perte de contrôle est souvent partagé par les jeunes, mais pas que sur cette plateforme, sur d'autres aussi. Hein. Parce qu'à l'époque, la télévision et zapper, franchement, ça pouvait aussi nous absorber des heures. Peut-être que... Là, ce que vous amenez en plus, c'est une dimension, on a notre objet personnel et donc il y a peut-être quelque chose de vécu plus individuellement, là où la culpabilité
est peut-être moins grande quand On ne fait pas grand-chose de productif, mais qu'on le fait à plusieurs. D'autres personnes, oui. Mais voilà, on a beaucoup d'injonctions actuellement dans notre société à être productif, à faire les choses. Et en plus, sur ces plateformes, une grande partie des contenus, c'est des personnes qui nous montrent comment eux font une morning routine. Ils se lèvent à 5 h du matin pour ensuite aller courir dehors, faire des trucs sains et tout ça. Donc, on nous envoie des modèles un peu irréalistes, tout en ayant des modèles irréalistes qui captent notre attention et qui nous font culpabiliser, quoi. Tout à fait. Assia, tu as choisi une vidéo justement qui parlait d'humour et qui a un fond aussi culturel. Donc on va regarder ça et puis on en parle tout de suite. Sponsor, je peux commencer le projet. Mais j'accuse aussi la batterie de mon téléphone qui se vide plus vite que la vérité dans cette affaire. Point. Ça, c'est pour accrocher les gens. C'est bien. Heureusement, grâce au Powerbank Ultramax 5000, je reste chargé même quand la justice ne l'est pas. Avec le code ZOLA10, vous avez 10% de rabais sur toute tentative de rétablir la vérité. Point. C'est comme ça qu'on intègre un placement de produit dans les livres maintenant, tu vois. To be or not to be. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, mon ref? What do you mean, exact? De quoi, what do... vous me ramenez un gars, il comprend pas mon langage, c'est quoi? Moi, de toute façon, le chat, écoutez, je vous ai toujours dit, la meilleure œuvre, c'est Les Misérables. C'est celle de Bibi, d'accord? Un jour, on ferait un film sur mon œuvre. I don't understand. Vas-y, je suis en train de me prendre une sauce sur Twitter. De quoi tu parles exactement, c'est quoi? Tu vois, j'ai sorti ma dernière pièce de théâtre, Malade imaginaire. Tout le monde sur Twitter dit les critiques qui l'ont aimé parce que t'es le meilleur ami du roi. Et non, j'aime moi. Ça fait d'avoir des affinités avec le roi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi et Louis, on s'entend bien. Ouais, exact. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo-là, Assia? Déjà, c'est pas ce qu'il y a spécialement tout le temps dans mon fil d'actualité, mais j'ai choisi cette vidéo-là parce que déjà, il y a un côté humoristique qui est adapté dans la génération actuelle et par rapport à des connaissances qu'on voit en histoire ou en français, par exemple. Et vu qu'on les a vues, on comprend et on peut un peu capter l'humour qu'il y a dedans, quoi. Ok, ça a résonné. Tu as compris toutes les blagues qu'il y avait dedans, toutes les références, tu crois? La plupart. La plupart. Chouette. Est-ce que tu as eu envie de la revoir, de la partager, de l'envoyer à quelqu'un, cette vidéo-là, ou ça t'a simplement fait, toi, rire? Moi, ça m'a fait rire, mais c'est le genre de vidéo que je montrerai à mon professeur de français, par exemple. Tu l'as fait ou pas? Oui. C'est vrai. Elle a bien aimé? Je pense, oui. On ira lui demander tout à l'heure. Qu'est-ce qui a capté ton attention dans cette vidéo-là? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est les références, justement, ou bien les punchlines? Parce que c'est de l'humour, mais ça va aussi... il enchaîne, quoi. Il a une punchline, toutes les lignes, une blague à... Je pense que oui, c'est plus les références qui me font suivre et qui me donnent envie de voir la suite de l'histoire. Par exemple, Molière avec ses histoires de pièces de théâtre, parce qu'il était proche du roi. Sur Twitter, Twitter, j'utilise aussi, quoi. L'idée des lives TikTok, etc. Moi, je trouve ça très drôle d'associer deux générations qui ne vont pas du tout ensemble dans une vidéo, quoi. À fond. Oui, mais c'est vrai que je suis étonné que ce genre de vidéo plaise aussi à une génération plus jeune, parce que c'est clair que il faut avoir des références aussi pour la comprendre. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cette vidéo? Tu voulais souligner quelque chose, Valentine? Il y en aurait beaucoup, donc je vais me limiter, mais peut-être déjà, comme ici on est sur la thématique de TikTok et la captation de l'attention, je pense que là le choix de la vidéo est chouette, comme c'est un peu méta, comme on dirait, il parle lui-même des mécanismes, mais aussi moi je me questionne par rapport au choix des différentes vidéos. Ici, chaque personne est venue aussi montrer ce qui retient particulièrement l'attention. Mais je crois que quand on est sur TikTok, surtout si certains y sont plusieurs heures, il y a une diversité de contenus. Et donc, ça peut être de l'humour, ça peut être des façons de s'informer qui sont peut-être pas habituelles pour les adultes dans leur conception de l'info. Et donc voilà, ici en fait c'est plein de références culturelles, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres contenus regardés par les élèves de cette classe qui vont dans d'autres sens que juste de la captation pure. Tout à fait. Et donc ça c'est peut-être la première chose. Et la deuxième, il y aurait de quoi s'amuser en cours d'histoire et de français, très clairement, et sur l'histoire des médias, parce que... les blagues sont super drôles, et en même temps il y a quelque chose de... Moi je me suis dit, c'est comme si on idéalisait une période avant où Zola, Shakespeare, Mozart et tout ça n'auraient pas du tout été pris dans des logiques de capter l'attention de leur public avec certains mécanismes. Alors on est d'accord, ils ne faisaient pas du placement de produits,
Mais en fait, Zola, c'est la presse du 19e siècle. Il sortait ses romans qu'aujourd'hui on voit en petites briques de 500 pages. Chaque chapitre sortait en feuilleton. Chaque feuilleton devait être suffisamment prenant pour que le public ait envie de continuer d'acheter le journal la fois suivante. C'est les journaux qui ont commencé à intégrer la publicité. C'est un peu le lancement souvent qu'on donne à l'idée d'économie de l'attention. C'est que en fait, on fait du contenu captivant qui va coûter moins cher, qui devient parfois même complètement gratuit. Mais aujourd'hui, très clairement, c'est le cas parce qu'il y a de la publicité qui fait vivre ces médias. Et donc, la presse n'est pas devenue sensationnaliste d'un coup d'un seul au moment où on a rajouté de la publicité, c'est vers 1830, dans ces médias, mais il n'empêche que ça a permis... il y a quand même un peu une alliance entre les médias et les annonceurs qui font que, on a des médias qui sont devenus accessibles, mais en contrepartie, on crée des contenus qui doivent capter l'attention un minimum pour que ces médias soient vendus. Et... on n'est pas libre de tout dire non plus. Enfin, ça, c'est aussi... ça, je trouve, c'est peut-être une des choses les plus intéressantes dans la vidéo. C'est qu'il parle du J'accuse. Au début, c'est une référence à J'accuse. C'était pas facile à l'époque de tenir ce genre de discours pour Zola. Hein. Il a été... Voilà. Mais c'était pas le même type de censure ou d'autocensure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les influenceurs, influenceuses les plus mainstream ne vont pas non plus être très politiques, ou quand ils le sont, ça crée du remous. Squeezie, en 2024, s'est prononcé contre le Rassemblement national. Il y a quelques années, ça n'aurait pas posé de soucis. Mais là, dès qu'on chiffonne un peu... d'abonnés à côté. Voilà, et l'idée de chiffonner son audience ou de parler un peu trop de politique, de choses pas complètement consensuelles, fait que les annonceurs pourraient moins vouloir nous suivre. Donc, il faut être Squeezie pour se le permettre, on va dire. Et donc, voilà, c'est les logiques de complexité de parler de politique quand on produit du contenu. Ça existait déjà du temps de Zola, mais là, c'était d'autres mécanismes qui rendaient ce type d'expression plus compliqué. Oui, c'est chouette de remettre ça en perspective. Et c'est vrai qu'on a eu plein de contenus différents, et on va voir maintenant le dernier contenu, celui de Lali. On le regarde, puis on en parle. Le malade, il se fait enterrer vivant par le sable, fait effrayant. Ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qui a capté ton attention dans cette vidéo-là ? En fait, c'est juste que ces vidéos-là, ça m'énerve. Parce qu'en fait, on n'a jamais la suite et c'est frustrant d'avoir regardé un truc pour rien, entre guillemets. Le côté un peu mensonger, il va lui arriver quelque chose et puis en fait, il lui arrive rien du tout. Tu te sens frustré à la fin de la vidéo et tu te dis, je me suis fait avoir. Oui, voilà. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on se fait un peu arnaquer par la vidéo. Mais pourtant, je suis sûr que si j'avais une autre vidéo d'un autre type avec un titre sensationnaliste, je resterais aussi pour voir si ça arrive ou si ça arrive pas. Oui, exactement, j'aurais fait la même aussi. Donc on se fait toujours un peu avoir, c'est un peu ça l'idée. Oui, et là, ce qui est quand même particulier, c'est qu'on est frustré qu'il ne soit pas tombé enseveli dans le sable, alors que ça aurait été horrible. Et aussi, en fait, même s'il avait été enseveli, là, il y a deux choses. Même s'il a été enseveli, d'une certaine manière, ça questionne de qu'est-ce que ça apporte comme valeur. Mais là, je ferai une comparaison avec les interviews de Philippe Boxeau. En fait, on nous donne des destins humains chocs, mais on n'a aucun contexte sur les personnes. Là, ça aurait pu être intéressant comme info si on se dit « Ah mon Dieu, le contexte des accidents de travail, c'est horrible » ou au moins s'il y avait un cadrage un peu proche, qu'on puisse développer une empathie minimum avec la victime, mais c'est de tellement loin que ça n'arriverait pas.
Et alors, ça montre aussi un peu ce côté frustrant, c'est un peu les limites dans cette économie de l'attention, de comment fonctionnent les algorithmes. C'est dans le quiz plutôt, on se demandait si c'était les likes ou le watch time ou, je ne sais plus, les commentaires, genre qui vont avoir le plus d'influence. Et en fait, c'est le watch time déjà. Donc là, c'est super parce qu'on reste jusqu'au bout. Donc la métrique n'est pas très bonne parce que, en fait, on est frustré, ça nous a pas apporté de sens, mais ça va continuer d'être recommandé à d'autres et ça fonctionne pour ceux qui font ça. Et du coup, on est sur des métriques qui font que de plus en plus de gens vont produire des contenus juste pour capter notre attention et qu'on commente en disant ah, c'est horrible, il faudrait supprimer ça, ou même si on dislike. En fait, chaque signal qu'on envoie aux algorithmes, que ça soit sur TikTok ou ailleurs, c'est vu comme une réaction, et comme le but c'est qu'on reste, que la réaction soit mauvaise ou bonne, eh ben, ça va privilégier ce type de contenu. Mais il y a quand même aussi moyen de reprendre la main sur son algorithme et d'un peu influencer. Est-ce que vous, quand vous voyez une vidéo par exemple, celle-là, est-ce que tu l'as dislikée ou est-ce que tu l'as signalée En fait, il y a un petit bouton en dessous où on peut mettre « Je n'ai pas apprécié ». Et du coup, on essaie de proposer moins de contenu comme ça. Mais tu le fais, ça, ou pas? Oui, je le fais. Mais il y a toujours bien une vidéo qui revient et là, on oublie de le faire. Et du coup, voilà quoi. C'est un peu un cercle vicieux, quoi. Toi aussi, tu essayes de reprendre la main sur certaines choses ou pas? Moi, du coup, j'utilise le x2 où je regarde dans les commentaires pour essayer de m'indiquer s'il y a une fa ou pas. Et sinon, non, je mets ne pas intéresser, ne plus recommander ce genre de vidéo. Mon fil d'actualité. Donc vous essayez quand même de reprendre la main, vous donnez des indications négatives aussi. Est-ce que dans TikTok, il y a aussi il y a le pour toi, donc celui qu'on regarde plus généralement. Il y a aussi la catégorie suivi, où vous pouvez juste voir ce que vous avez décidé de suivre. Est-ce que vous regardez des fois cette page-là ou pas du tout? Vous allez plutôt dans la page pour toi? En fait, il y a un petit rond rouge dans suivi pour dire que il y a des nouveautés. Des nouveautés. Du coup, je vais voir un peu, mais je retourne direct sur mes pour toi parce que je pense que c'est plus intéressant de voir des nouvelles choses que de tout le temps les mêmes gens qu'on a suivis. Ok, toi aussi? En fait, j'ai TikTok depuis 2018, donc j'ai suivi genre 3000 personnes. Donc je ne vais jamais dans... Parce qu'il y en a trop du coup. Oui, il y en a trop et c'est des anciennes choses que je ne regarde peut-être plus d'actualité. Est-ce que c'est un bon moyen aussi quand même d'essayer de reprendre la main sur son algorithme et d'essayer de filtrer les choses qu'on a envie de voir ou pas? Oui, en tout cas, quand il y a moyen de le faire et qu'on a la volonté de le faire, ça vaut la peine, mais, parce qu'il y a toujours un mais, d'une certaine manière, c'est encore revenir à un côté un peu individuel. Et moi, je sais que, alors je suis moins sur TikTok, mais plus sur YouTube, mais le moi qui ne suis pas du tout sur YouTube à ce moment-là va se dire, ok, j'en ai marre de regarder des vidéos de ce type-là qui me tiennent pendant 1 heure et après, je n'ai pas forcément regretté, mais je me dis, bon, j'ai pas envie de faire que ça. Et donc, il y a des moments où je vais peut-être dire ne plus me recommander ce genre de vidéos. Et puis, il y a l'autre moi, celle à 1h du matin, qui a déjà regardé 4 vidéos. Et puis, en fait, ce genre de contenu, j'ai envie de cliquer dessus quand même. Et l'algorithme, il n'est pas vraiment l'objectif des plateformes s'il était d'éviter de nous recommander des contenus frustrants, des contenus vraiment qu'on apprécie, qu'on ne voudrait pas regarder et tout ça, ça serait designé autrement. Là, il se trouve qu'il y a juste plein d'autres producteurs de contenu qui vont faire le même type de vidéo. Ça va quand même arriver sur notre feed et on risque de recliquer dessus. Et je me demande, j'ai pas la réponse, mais je pense que quand on dit ne plus me recommander ce genre de vidéo, ça s'applique vraiment, c'est un petit filtre personnel, mais il n'empêche qu'on a donné comme indicateur, qu'on a regardé jusqu'au bout, voire re-regardé pour être sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais peut-être que j'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui est tombé. Donc, j'ai regardé plusieurs fois et en fait, j'envoie le signal et d'autres vont se l'avoir recommandé, quoi. Et puis oui, ça donne un signal qu'on a, de toute façon, réagi à la vidéo. Merci beaucoup. Je vais vous proposer un dernier petit jeu ensemble. Est-ce que tu scrolles ou pas, mais version info. Donc j'ai sélectionné plusieurs vidéos d'informations qui vont sur TikTok et vous me dites si vous les regardez ou pas. C'est parti pour le premier exemple.
Durant toute l'année, les tirs de pétards et de matériaux pyrotechniques sont interdits autant dans les propriétés privées que sur la voie publique, sur les communes de la zone de police. Donc ça comprend Stavelot, Malmedy, Wem, Trois-Ponts, Lierneux, Toulon. Chaque année, les tirs de pétards et de matériaux pyrotechniques causent des dégâts tant envers les animaux que des dégâts humains. Les accidents les plus fréquents. Nous sommes sur un exemple de Vedia, d'une vidéo de Vedia qui, elle, a plus ou moins marché quand même sur TikTok parce que parce qu'on parle de pyrotechnie, c'est une information pratique, etc. Est-ce que vous la regardez ou pas? Moi personnellement non. non. C'est pas parce que c'est Vedia que. Moi personnellement non. J'allais le dire, mes critères c'est si c'est dans ma zone géographique, donc la Vedia oui. Mais le sujet ne m'intéresse pas spécialement, même si c'est des actualités. Ok. Et toi? Moi, j'aurais pas scrollé parce que ça se passe en ce moment à Verviers et ces trucs-là m'énervent, donc je pense que j'aurais regardé jusqu'à la fin pour voir, parce que ça. Le sujet. Oui, voilà. Parce que le sujet t'intéressait. Oui. Toi, tu l'aurais regardé? Non, je crois même si c'était dans ma commune, le format très journal télévisé, personnellement, je consomme moins ça. Si j'ai besoin de l'info, je la trouverai écrite quelque part. Je préfère quand les gens s'expriment, donnent des idées. cette forme de la déclaration publique, etc. C'est moins mon... C'est moi. Ok, ça va. On va regarder le deuxième exemple, un autre média. On regarde ça. Voici les dernières informations cette nuit après l'attaque à Paris qui a fait un mort et plusieurs blessés ce samedi soir. Vers 21h45, un homme muni d'un couteau va attaquer plusieurs personnes au niveau du pont de Bir Hakeim, proche du secteur de la Tour Eiffel. Il va blesser mortellement un touriste et blesser 2 autres personnes dont les jours ne sont pas en danger. Il aurait également utilisé un marteau durant cette attaque. Et selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin... Donc, vidéo de Brut, plus sensationnaliste. Est-ce que vous la regardez ou vous la scrollez? Je pense pas que j'aurais regardé. Si j'aurais regardé au début et j'aurais lu les commentaires, je crois que mon premier réflexe, quand il y a des vidéos informatiques comme ça, c'est d'aller dans les commentaires. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas chercher dans les commentaires? L'avis des gens, il y en a souvent qui vont expliquer, mais de manière brève. S'il y avait des gens sur place, il y a eu beaucoup de blessés. D'autres informations. Moi, j'aurais pas scrollé parce que, en fait, les vidéos d'information, ça m'intéresse vraiment et surtout, je suis trop curieuse pour scroller sur des genres de trucs comme ça, pour savoir. C'est la curiosité qui t'attire. Pour savoir toute l'information de la vidéo, quoi. Toi, tu l'aurais regardé? Je crois que j'aurais été curieuse parce que c'est Paris, parfois on y va, donc on peut se sentir un peu concerné. Mais je crois que c'est aussi des vidéos qui, après coup, m'énervent un peu parce que c'est très fort du fait divers, même si c'est important. Et puis souvent, c'est assorti de commentaires racistes. En fait, c'est très fréquemment réutilisé et instrumentalisé à des fins politiques et par l'extrême droite, beaucoup aujourd'hui, en 2026. Et donc, je préfère avoir ce fait-là, mais repris dans un contexte où des gens expliquent un peu et où il y a un peu plus d'infos que juste ce qui s'est passé, qui fait peur aux gens. Ok. Très bien. Un troisième exemple. Pareil, vous me dites si vous scrollez ou pas. L'exemple du président français, je l'aime bien. Emmanuel. Vous le connaissez, Emmanuel Macron? Macron. J'adore l'accent français. Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Et Emmanuel a dit, non, je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%. Je lui ai dit, écoute Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Une vidéo de TF1, donc, avec quelqu'un qu'on voit énormément sur les réseaux, peut-être un peu trop. Vous regardez cette vidéo ou pas? Moi, je regarde et je rigole parce que Donald Trump me fait rire. Et je suis quand même ce qui se passe entre la France et les États-Unis. Parce que je pense que ça peut impacter l'Europe aussi, mais comme d'habitude, je regarde dans les commentaires pour avoir l'avis des gens. Ok, cool. Et toi? Moi, la VF celui qui traduit m'énerve un peu. Donc, j'aurais été chercher celle vraiment en anglais, avec des sous-titres français, quoi, sans les paroles. Pourquoi est-ce qu'elle t'énerve? T'as l'impression qu'elle est surjouée ou que... En fait, c'est difficile de se concentrer sur 2 voix en même temps, je trouve. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'aurais été chercher juste avec une seule voix, quoi. Ouais, très juste. Mais ça m'intéresse quand même, la vidéo, mais voilà. Ok, pour ce qu'il a à dire et pour ce qu'il dit. Exactement, oui. Et toi? Ouais, j'aurais sans doute regardé, mais là, on a vraiment le champion de la captation de notre attention, quoi. Tout à fait, il a tout compris. C'est vraiment un personnage, c'est effarant, et ça questionne aussi sur le rôle des
des médias. Autant une chaîne TikTok qui mettrait ça pour faire un peu d'argent, c'est une chose, mais le fait que des médias qui peuvent être réputés sérieux ou parfois ceux de service public aussi continuent de reprendre ça alors que ça sert clairement une communication politique sans prise de recul, alors que là, on a vraiment une fascisation avérée maintenant aux États-Unis et où tout le monde participe à une espèce de grand cirque où on rigole et c'est le personnage, c'est quand même un peu inquiétant que ça fonctionne comme ça. Et à nouveau, on ne va pas en faire un truc individuel, de dire à chaque personne ne regarde pas Trump alors qu'on ne montre que lui dans les médias. Mais donc ça questionne aussi sur quoi on dirige nos attentions. Finalement, souvent on s'inquiète de est-ce que les jeunes passent X temps, etc. Ou des gens devraient s'inquiéter pour tout le monde, pour les adultes aussi. Et pour moi, un des problèmes principaux de tout ça, c'est que c'est pas qu'on regarde beaucoup de choses et beaucoup de temps, c'est que c'est un modèle économique qui va favoriser certains contenus et complètement en invisibiliser d'autres. Et il n'y a aucun souci à regarder des choses humoristiques, légères ou un restock de frigo. C'est très bien. En fait, on ne peut pas être dans du sérieux tout le temps. Mais par contre, que nos médias d'information ne montrent plus qu'un personnage qui joue sa com là-dessus et qu'on ne parle plus d'autres sujets, qu'il n'y ait plus aucune place là-dessus et donc que toutes nos attentions soient détournées d'enjeux plus importants, c'est questionnant, quoi. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas alors aussi questionner le système économique des médias aussi, parce que eux sont faits aussi pour essayer d'avoir, et nous aussi pour essayer plus d'avoir de l'attention. On a aussi des objectifs en termes d'attention, en termes d'audience, et c'est sûr que TF1 qui va utiliser Trump, c'est parce qu'ils se disent que ça va faire de l'audience, que ça va marcher, que ça va faire des réactions et que ça va faire une vidéo qui marche. Oui, et après, il ne faut pas rentrer dans un autre extrême, parce qu'en fait, il faut quand même que les gens aient envie de nous regarder. Donc, ce n'est pas un problème en soi de capter l'attention des gens. C'est ça. Mais le système économique des médias, oui, et disons que quand c'est des médias avec des journalistes qui ont une vocation d'information, alors... d'esprit critique. Voilà, on s'attend... et c'est là, on voit un peu, par exemple, les contenus avec Philippe Boxeau, c'est un bon exemple, parce que ça attire hyper fort le public. Alors, Legend, ça n'a pas vocation d'être un média d'information, mais ça se présente un peu comme tel. Donc, on a un peu l'impression de s'informer. Et en fait, c'est pas que Legend. Énormément de médias prennent cette tournure de juste être dans du contenu choc, sensationnaliste, passer toujours à la dernière info. Et donc, oui, c'est un système économique et c'est une il faut s'en rendre valeur démocratique, l'information. Et je pense que, vu l'état du monde actuellement, je pense qu'il faut en avoir de plus en plus conscience, quoi. Tout à fait. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eulalie. Merci beaucoup, Assia. Merci à tous les élèves de CFX1 qui sont venus aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission Scroll. Portez-vous bien. Merci beaucoup.